cause, you feel that heartbreak and that heartache all around. And so we are truly thinking of the brave men and women who put on that badge, who put on that suit every day to protect us. And, they go in, running to those situations. They don't come running away as, we would if, this would happen anywhere else. And so they are the first line of defense, and so we truly appreciate them and thank them for what they do. Going into work every day, they're not sure, what may happen or what may go on. We do want to let you know that we just got a statement in from Representative Austin Scott. He says, "quote: Two Tifton police officers were shot in the line of duty today and are reported to be in stable condition, according to city officials. Please join me in prayer." Details. Apparently, they're restricted. Tifton, Georgia. Now, let me just get some preliminary information. Let me try to see what's being said about this shooting. Though, I do think the situation could be over, which is good. To release case with this, but a lot of stuff, and none of them deserve to be shot. If this video has reached you right now, then this is no coincidence. Chances are that someone's tried to mess with the energy of your hair by attempting to place black magic, evil eyes, or curses upon it. Not to worry though, because I've been sent right at this moment by the Divine Universe to help to clear any attachments, black magic, curses, or evil eyes that may have attached themselves to you. If you're new to this channel, my name is Michael and I practice Universal Life Force Energy Healing, also known as Reiki. Now, if this is something you would like to receive, then simply nod or say I accept. Let's begin. Call upon your spirit team and Archangel Michael to be present through this healing. May they assist you with clearing your energy from any curses, black magic, or evil eyes that may have been placed upon your hair. I will now proceed that are no longer serving a positive purpose. Light. Any bad intentional black magic. On parle beaucoup des nouvelles voitures. Hein. Récemment, on enlevait les radios, on enlevait la bande FM pour que vous vous abonniez à certains services. Mon pit, il est ici, mon gars. Une façon de rentabiliser les achats. Là, il y a comme un autre niveau.
peut-être que vous ne le saviez pas, mais de plus en plus, ces voitures intelligentes vous écoutent et vous connaissent mieux que votre conjoint. Article ce matin vraiment intéressant, pour ne pas dire inquiétant. Voici quelques faits qui m'ont marqué là-dedans. Ford prévoit diffuser des publicités ciblées, donc dans cette nouvelle forme d'écoute, à partir des conversations captées dans le véhicule. Vous avez faim? On va vous envoyer des publicités de nourriture. Nissan et Kia ont mentionné qu'ils récoltent des données sur la vie sexuelle ou l'activité sexuelle. Autre fait intéressant aussi, ça vaut cher, ces données-là. Entre 1 et 16 de l'heure. Pour en parler, Maxime Doré, co-directeur général à l'Union des consommateurs, qui est derrière cette étude. Monsieur Doré, bonjour. Bonjour. J'ai fait le saut ce matin, je dois vous admettre. Là, des fois, on est un peu parano puis on se demande si notre téléphone ou notre télé nous écoute. Là, dans l'auto, ces nouvelles autos intelligentes le font, là, ou vont le faire. Ouais, je suis content d'entendre que vous avez fait le saut parce qu'effectivement, c'est notre objectif d'alerter les consommateurs pour être bien sûr qu'ils soient conscients de ce qui les attend quand ils embarquent qu'on pense à la fait et qui dépasse les fonds. En fait, implique. Donc, en fait, personnel. Alors, c'est usé et la question de la propriété du véhicule. Parler d'une histoire de tourtière qui est très judiciarisée. C'est un homme de Saguenay accusé d'avoir voulu se procurer une tourtière à la viande sauvage qui se tourne maintenant vers la cour d'appel. Il avait écopé une amende pour incitation au braconnage José et il veut faire renverser cette décision. Oui, l'accusé dans cette affaire est Jocelyn Chapdelaine, qui n'était pas présent au Palais de justice de Québec ce matin. Il était représenté par son avocat. Il faut savoir que ce qui était à l'origine de toute cette histoire, c'est un message donc que Jocelyn Chapdelaine a publié sur les réseaux sociaux en janvier 2022. Un message où il se disait prêt à payer pour obtenir une tourtière à la viande d'orignal et à la perdrix. Un mec qui voulait se servir lors d'une réception familiale. Ce qu'il ne savait pas cependant, c'est qu'il est interdit d'acheter ou de vendre de la viande sauvage. Qu'une telle proposition là, était en quelque sorte une incitation au braconnage. Donc, pour récolter de la preuve dans ce dossier, les agents de la faune qui ont obtenu un mandat de perquisition afin de fouiller le cellulaire de l'accusé. Et c'est justement sur ce point que la défense a mise pour en appeler justement des décisions qui ont été rendues dans ce dossier. La défense soutient que c'est une procédure vraiment abusive que d'obtenir justement un mandat de perquisition, étant donné la gravité un peu élevée du geste posé par l'accusé. La défense allègue donc que pour cette raison, le mandat de perquisition n'aurait jamais dû être délivré, donc être délivré justement par un juge dans ce dossier. Si l'accusé est copé d'une amende de 3 800 $, eh bien, c'est beaucoup plus par principe, on va le comprendre, que l'accusé pousse cette histoire devant la cour d'appel. Je laisse entendre son avocat à ce dossier. Moi, j'ai pas à avoir peur que demain matin, des agents cognent à ma porte pour fouiller mon cellulaire sous prétexte que j'ai fait un excès de vitesse ou que, je sais pas, moi, la seconde qu'on fait la moindre incartade, on est susceptible de voir débarquer les agents chez nous, à 3 agents, fouiller notre cellulaire. Là, est-ce que c'est pas susceptible de créer une crainte? Donc, la Cour d'appel a pris le tout en délibéré. La défense qui espère soit l'autorisation d'un nouveau procès ou carrément que son client soit acquitté. Tenez-nous au courant, José, merci. OK. OK. Hein, mon chat?
Dans chaque sac de gruau au Quaker, on trouve le cœur et la détermination d'une petite ville nommée Peterborough, avec de l'avoine. Gemba in one word. Bienvenidos al canal. Ini tentang hasil baru.
Bonjour Guylain Watrolos. Bonjour. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Vous êtes hélas habitué des médias depuis ce funeste jour du 8 mars 2014 et la disparition de ce vol donc de la Malaysia Airlines entre Kuala Lumpur et Pékin. Vous avez perdu votre femme, 2 de vos enfants. Dans cette catastrophe, 239 personnes au total disparues, dont 4 Français. Et donc depuis plusieurs années, je le disais, vous vous exprimez comme beaucoup d'autres familles de victimes, de disparus, votre colère de ne toujours rien savoir réellement de ce qui est arrivé précisément à vos proches. Je rappelle d'ailleurs que vous avez publié un livre en ce sens, il y a quelques années, Vol MH370, une vie détournée aux éditions Flammarion, c'était en 2018. D'abord, comment réagissez-vous à cette annonce par le gouvernement malaisien cette semaine de la reprise des recherches à partir de la fin décembre 2025 ? C'est un vœu qui était exprimé depuis longtemps par les familles disparues. Alors j'ai 2 réactions. La première réaction, c'est bien, on en reparle. On peut continuer à dire, on n'a toujours pas de réponse, donc il faut continuer la recherche. Donc je suis très content qu'on continue la recherche. La deuxième réaction, c'est malheureusement encore un coup d'épée dans l'eau. C'est que je ne crois pas à 2 secondes à l'issue de ces recherches, parce qu'à mon avis, on ne recherche pas au bon endroit. Et je ne crois pas du tout à ces recherches. Vous n'attendez rien de ces recherches ? Non, je n'attends rien parce qu'on cherche là où l'avion n'est pas tombé, selon moi, encore une fois. Et il faut savoir que ces recherches se basent sur des données qu'on appelle des données satellites d'une société qui s'appelle Inmarsat, okay, qui dit avoir suivi l'avion pendant 8 heures. Okay. D'abord, Inmarsat l'a dit 1 semaine après, donc c'est venu beaucoup plus tard. Et depuis, il y a des groupes de travail, il y a plein de gens extrêmement compétents qui analysent ces données et qui vous vont donner un point de chute de l'avion. Et tous les 2 ans, on a un point de chute différent. Et à chaque fois, on cherche et on ne trouve pas. Donc, et vous avez l'impression, au fond, que les autorités font semblant de chercher ? Oui, absolument. Font semblant de ne pas savoir ? Absolument, parce que je pense que la réponse, on ne peut pas la donner. Et on n'a pas donné de réponse, donc on cherche. Et puis, il y a des groupes de travail à chaque fois qui disent non, l'avion est tombé là. Donc, on va en suivre un et on va chercher pour faire croire qu'on continue à chercher, oui. Dans cette affaire, il y a eu 2 salves de recherche jusqu'à présent. D'abord dirigées par l'Australie pendant 3 ans, jusqu'en 2017. Recherches qui n'ont hélas rien donné. Et puis ensuite, en 2018, avec la société britannique Ocean Infinity, la même que celle d'ailleurs qui est de nouveau mandatée à partir de la fin décembre. Et hélas, effectivement, ni corps, ni boîte noire, ni même épave ont été retrouvés, seulement quelques débris. Pourquoi est-ce que vous, depuis le début, vous avez cette conviction que l'on vous cache quelque chose? Bah oui, depuis la première semaine, parce qu'il faut se rappeler comment ça s'est passé. L'avion disparaît, un jour, l'avion disparaît après 1 heure de vol. D'accord. Pendant 1 semaine, on ne sait rien, et on cherche l'avion plutôt côté mer de Chine, parce que c'est là où il a disparu. Et puis au bout d'1 semaine, voilà, avec Inmarsat, tout d'un coup on nous dit, il y a à la fois Inmarsat qui dit j'ai pu suivre l'avion pendant 8 heures, pourquoi il le dit au bout d'1 semaine, et pire, il y a les Malaisiens qui nous disent au bout d'1 semaine, oh, au fait, nos militaires ont suivi l'avion ce soir-là, il a fait demi-tour et il est retourné de l'autre côté. D'accord? Donc à des milliers de kilomètres de là où on l'a cherché pendant 1 semaine. Donc expliquez-moi pourquoi les Malaisiens savaient que l'avion, soi-disant l'avion avait fait demi-tour, alors qu'on le cherche à un autre endroit, à des milliers de kilomètres. Donc ça, je suis désolé, ça prouve dès le départ qu'il y a un gros problème et qu'on cherche on nous cherche à nous cacher la vérité. Qui cherche à vous cacher la vérité? Vraisemblablement les responsables de cette disparition. Moi, je pense que l'avion, il a bien disparu là où on l'a perdu. Je pense, depuis j'ai mené l'enquête, je pense que cet avion a été abattu à peu près à cet endroit-là et qu'il a fallu cacher, à un moment donné, au bout de 8 jours, il a fallu cacher. On n'a pas et on cherche l'avion là où il n'est pas tombé. Vous, votre conviction, effectivement, donc et vous l'avez exprimé déjà, c'est celle d'une manœuvre militaire, finalement, qui aurait mal tourné. Oui, absolument. Vous pensez aux États-Unis? Je pense bien évidemment aux États-Unis, parce que il faut comprendre comment ça se passe, en fait. Il faut comprendre que les États-Unis sont à Kuala Lumpur le lendemain. Les États-Unis, donc la CIA, est le lendemain à Kuala Lumpur et va chez le pilote pour prendre son simulateur de vol. La CIA. Ce n'est pas la CIA qui est en charge des recherches,
parce qu'il y a des règles internationales dans ce genre d'événement. Officiellement, c'est la Malaisie qui est en charge de la recherche. Mais la CIA va prendre ce simulateur de vol du pilote le lendemain. Pourquoi la CIA est sur place? Prend le simulateur, n'a jamais fait de rapport à qui que ce soit sur ce qu'ils ont trouvé sur ce simulateur et n'a jamais versé quoi que ce soit à l'enquête. Donc première chose. Deuxième chose, ce sont une semaine plus tard, Inmarsat, une société anglaise qui est très liée au service secret anglais, qui dit « By the way, j'ai suivi l'avion pendant 8 heures » et c'est ça qui a permis de dire l'avion finalement, il y a des milliers de kilomètres là, il est tombé dans l'océan Indien, d'accord? Société anglaise, américain. Et troisième intervenant, ce sont finalement les Australiens qui cherchent. Quand vous dites ça à n'importe quel service secret dans le monde entier, vous dire « Ah bah oui, là, on est en plein dans ce qu'on appelle les Five Eyes », les services secrets anglo-saxons, qui ont pris le projet en charge et qui sont en train de vous verser une version à leur sauce. Donc vous considérez, votre hypothèse, c'est que les États-Unis, la Maison-Blanche, la CIA en tout cas, seraient de mèche avec les Britanniques, avec les Australiens, les Malaisiens, pour vous cacher la vérité. Je pense que les Malaisiens sont les dindons de la farce. Hein. On leur a demandé de prendre cette version-là. Je vais vous donner juste un exemple. Une visite historique d'un président américain. Jamais un président américain n'est allé en Malaisie. Obama va en Malaisie 1 mois plus tard. Et on ne sait pas ce qui se passe. Voilà. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans cet avion, il y a essentiellement des Chinois. Les Chinois sont extrêmement critiques au départ. Jusqu'à la visite d'Obama. Visite d'Obama en Malaisie, il se passe quelque chose, visiblement une négociation, et à partir de ce moment-là, les Chinois disent aux familles, allez, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir, on va régler le problème, on va vous indemniser, c'est terminé, vous n'avez plus le droit de manifester. Pourquoi cet avion aurait-il été abattu? Parce qu'il y a vraisemblablement quelqu'un et quelque chose dans l'avion qui ne doit pas arriver à Pékin. C'est votre intime conviction, et c'est la raison pour laquelle vous pensez aux États-Unis, et vous pensez que la Maison-Blanche vous cache quelque chose. Oui, pas que la Maison-Blanche, mais vraisemblablement. En tout cas, j'ai la preuve que je vais vous donner d'autres exemples. J'ai la preuve que sur zone, il y a des AWAC. Donc, vous savez, ces avions avec ces champignons qui voient à 600 km à la ronde et qui voient tout. Donc, de toute façon, on sait les Américains savent où est l'avion. C'est pas les seuls. Les militaires malaisiens, vraisemblablement, l'ont suivi aussi. Donc, il y a des tas de radars qui n'ont pas donner leurs données ce soir-là. Si on suit la trajectoire que soi-disant a fait l'avion, il y a une dizaine de pays qui ont dû suivre cet avion. La Malaisie, Singapour, l'Inde, la Birmanie, la Thaïlande, le Vietnam, j'en passe et des meilleurs. Ces gens-là n'ont jamais donné leurs données. Soi-disant, si l'avion a fait tout ce trajet-là, ils auraient dû le voir. J'insiste là-dessus, sur cette idée de choses cachées, parce que vous avez conscience de l'ampleur quand même de ce que cela représenterait. Ce serait un mensonge d'État absolument considérable. On parle quand même de la vie de 239 personnes. Oui, absolument. Et comment vous expliquez qu'un avion, l'avion le plus sûr du monde, le Boeing 777, disparaisse dans une zone qui est surveillée comme le lait sur le feu. Cette zone est extrêmement surveillée et personne n'a vu l'avion. C'est pas possible. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux, dans les médias, des bouquins, etc. Beaucoup de choses sur cette affaire depuis la disparition tragique de cet avion. Et certains disent, attendez, il y a énormément de théories complotistes autour de cette disparition. Que leur répondez-vous? Je sais pas. Moi, je dis que ce qu'on nous dit n'est pas possible, pour 2 raisons. Cet avion ne disparaît pas comme ça, on l'a suivi. Donc pourquoi on nous dit pas qu'on l'a suivi? Pourquoi on nous dit pas ce qui s'est passé? Voilà. Et que le trajet qu'on nous donne est pas possible parce qu'il y a 10 États qui auraient dû le voir. Donc pourquoi, encore une fois, ces 10 États? Donc complotiste, ça veut dire pas. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui se taisent et qui savent quelque chose. Après, est-ce que c'est du complot, est-ce que c'est pas du complot? Si cette société donc qui va être chargée là, à nouveau de ces recherches, donc Ocean Infinity et de Mesh, ça veut dire qu'on fait exprès de chercher au mauvais endroit. Ce que disent les autorités, c'est que le périmètre va être beaucoup plus restreint. On parle d'une zone de 15 000 km², contre les 120 000 à l'origine. Théoriquement, ça devrait rendre les fouilles plus efficaces. Ouais. Non, mais tant mieux qu'ils cherchent. S'ils trouvent l'avion, tant mieux, ça prouve que j'ai tort et je serai satisfait. Et on aura peut-être des réponses, mais j'y crois pas. Et je peux dire juste un mot sur Ocean Infinity. Ocean Infinity, c'est des gens qui cherchent des trésors dans la mer. Donc, ils cherchent des épaves. C'est leur métier. La dernière fois, c'est eux qui ont cherché aussi. Ils sont absolument pas transparents.
Il n'y a pas un journaliste sur le bateau, il n'y a bien évidemment pas de famille sur le bateau. Et la dernière fois, dites-moi pourquoi, mais ils ont coupé leur communication pendant quelques jours. Donc on ne savait pas où ils étaient. Donc vraisemblablement, ils étaient tombés sur une épave. Ils voulaient sûrement pas dire qu'ils étaient là. Donc Ocean Infinity, c'est un coup de pub pour eux. Alors effectivement, ça coûte rien au gouvernement malaisien parce qu'Ocean Infinity dit je le fais gratuitement. Si je trouve l'épave, vous me payez. D'accord ? Mais c'est encore un coup de pub pour Ocean Infinity qui cherche des épaves et qui se fait de la pub en même temps. Alors si les recherches ont pu reprendre, c'est grâce en grande partie au courage, à la ténacité des familles, et dont vous faites bien évidemment partie. Certaines familles d'ailleurs se disent prêts, ou en tout cas ont ouvert l'hypothèse à financer eux-mêmes de nouvelles recherches, à les organiser eux-mêmes. C'est une hypothèse qui est sur la table, ça. Oui, mais ça coûte très cher. Ça coûte très très cher ce bateau-là, Ocean Infinity. Je ne sais plus quel est le prix à la journée, mais c'est extrêmement cher. Donc malheureusement, on n'a pas les moyens de le faire. Vous êtes en contact toujours, j'imagine, avec d'autres familles. Quel est l'état d'esprit Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui au moment où le gouvernement annonce que de nouvelles recherches vont être menées? On est en contact, on est tous très contents qu'on en reparle et que les recherches continuent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas clos le dossier. Ça c'est très bien, on est tous très contents. Après, communiquer avec la famille, il faut comprendre que l'essentiel des familles sont des Chinois. C'est très difficile de communiquer avec les Chinois, d'autant plus qu'on ne le laisse pas forcément communiquer. Donc ça, ils n'ont pas le droit de manifester, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils veulent. Donc ils parlent ni français ni anglais, donc c'est très difficile de parler avec eux. Il y a les Malaisiens qui sont aussi un peu dans la même situation. Et finalement, ma famille, on est les seuls Français, les seuls, je dirais, Européens dans cet avion. Donc on est un peu seuls. Mais les familles, oui, tous les ans, on fait un événement ensemble. On se voit tous les ans et on essaye de reparler du sujet. Mais on a du mal à travailler ensemble quand même. Vous dites que vous êtes un peu seul. Vous l'avez exprimé ça aussi il y a déjà quelques années, notamment en 2018, 2017 également. Et vous aviez à l'époque, vous n'étiez pas tendre avec le président de l'époque, François Hollande, que vous accusiez de ne pas en faire suffisamment pour découvrir la vérité. Est-ce que vous estimez, est-ce que vous pensez, au fond de vous, que François Hollande, comme son successeur d'ailleurs Emmanuel Macron, connaissent la vérité sur cette affaire? Alors moi je vais vous dire, je suis persuadé que François Hollande connaît la vérité. Et je vais vous dire pourquoi. Bon, c'est lui qui est effectivement au pouvoir à ce moment-là. Il faut savoir que le gouvernement n'a pas communiqué sur cette affaire jamais. Jamais. Aujourd'hui, quand vous avez un Français qui se prend un coup de poing à Bamako ou au Vietnam, vous allez avoir un petit filet sur le ministère des Affaires étrangères qui va expliquer l'incident, je sais pas quoi, où un Français disparaît, on va en parler. Là, il y a quand même 4 Français dans l'avion qui disparaissent, on n'en parle pas. C'est quand même extrêmement surprenant. Nous, on demande à être reçus, on n'est pas reçus. On a mis 1 an et demi à nous recevoir. Donc pourquoi ce silence alors que 2 mois plus tard, un avion est abattu sur l'Ukraine, de la même compagnie, même avion. On parle de l'avion de la Malaysia Airlines qui est abattu, là on sait, par des Russes, en Ukraine. Là, François Hollande monte au créneau, il n'y a pas de Français dans l'avion, monte au créneau et dit « faut une enquête internationale, tout de suite ». Il en parle 2 fois. Peut-être parce que la preuve était beaucoup en l'état, et vous le disiez, beaucoup plus évidente. Oui, la preuve est évidente, l'avion on l'a retrouvé, il y avait des débris, mais pourquoi il n'a rien dit sur le nôtre alors qu'il y avait des Français? Pourquoi il s'exprime sur un avion où il n'y a pas de Français et il va s'exprimer tout de suite sur un avion où il n'y a pas de Français? Est-ce que vous avez pu échanger avec Emmanuel Macron? Non, j'ai pu échanger avec Hollande, avec Emmanuel Macron, jamais. Cette équipe n'a jamais voulu me recevoir. Vous lui avez fait la demande, il a refusé. Refusé, enfin j'ai jamais eu... Et il n'a pas donné suite à cette demande. Et vous pensez que lui aussi est au courant? Je sais pas, en tout cas il n'a pas voulu s'impliquer dans cette histoire. Quand vous reportez un regard, quand vous repensez à ces 11 années, qui nous séparent, plus de 11 ans d'ailleurs, qui nous séparent de ce drame, de cette disparition, quel regard justement portez-vous sur ces années? Vous avez reconstruit quelque part votre vie, en tous les cas c'est l'impression que ça donne de l'extérieur, puisque vous avez, je crois, fondé une société, etc. Mais vous, comment allez-vous quand vous repensez à tout cela? Moi, je vais très bien. Cette histoire est toujours avec moi, elle fait partie de moi-même, mais je vais très bien. C'est-à-dire que ça met du temps, mais le bonheur que j'avais dans cette histoire, c'est qu'il me restait un fils qui avait 20 ans à l'époque.
Donc il fallait que je lui montre que la vie était belle et que quand on a 20 ans, le monde est à nous. Donc c'était vraiment ça qui m'a fait tenir. Donc j'ai voulu lui montrer l'exemple. J'ai voulu lui montrer l'exemple, effectivement, en continuant à travailler, en fondant une société. Je me suis remarié, etc. Tout ça, ça a mis du temps. Ça se fait pas du jour au lendemain. Ça met beaucoup de temps. Mais aujourd'hui, je pense que je vais très bien. J'ai une vie tout à fait normale. Je pense que je suis de nouveau heureux. Mais cette histoire est toujours derrière moi. Et ça reste un combat que je veux continuer à mener. Jusqu'à votre dernier souffle, vous chercherez à comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est pas un combat que je mène tous les jours. Enfin, j'en fais beaucoup moins. Mais parce que je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. Et je me bats contre des gens beaucoup plus forts que moi. Donc, mais c'est un combat. Je ne veux pas refermer la page. Et je veux pouvoir donner à mon fils un jour pour la raison pour laquelle il a perdu son frère, sa sœur et sa maman. Vous espérez toujours, vous ainsi que votre fils, que la vérité puisse éclater un jour, en tout cas que vous puissiez connaître vraiment les vraies raisons de cette disparition. Oui. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Guylain Waterlos, pour votre témoignage. On espère que les recherches permettront de d'élucider évidemment ce mystère, même si on a bien compris votre exaspération dans cette affaire qui ne hélas, n'avance pas, ces recherches qui n'avancent pas. Merci beaucoup pour votre témoignage dans notre émission aujourd'hui. On va